Ma question porte sur le fait que, si on compare la situation actuelle avec celle de l'époque, comme tu l'as fait dans ton exposé, on peut se poser la question de savoir si, actuellement, le déroulement des événements ne constitue pas une sorte de film à l'envers, de projection à l'envers du film de la Révolution jacobine. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, la souveraineté nationale, c'est même plus la peine d'en parler, il n'y en a plus, puisque, effectivement, bon, on a bien vu dans toute la dernière période comment se sont décidées toute une série de choses. Rien qu'entre 2012 et maintenant, la Commission européenne a stipulé 42 fois qu'il fallait réduire, 62 fois, pardon, il fallait réduire les dépenses de santé en France. On a vu le résultat aussi. Première chose, donc ça c'est la souveraineté nationale, exit. Deuxième chose, la langue dont tu parlais tout à l'heure, l'abbé Grégoire a bien stipulé qu'il fallait effectivement faire du français la langue commune de tout le territoire. C'est moribond, puisque non seulement sans aucun mandat de qui que ce soit, le breton, par exemple, est devenu la langue co-officielle des assemblées bretonnes, récemment, qui en a décidé. Il n'y a eu aucune décision nationale, et c'est contraire à l'article 2 de l'actuelle Constitution. On y va tout droit vers la Corse, et ça ce n'est rien, ça c'est, je dirais, presque du folklore, mais c'est surtout que l'anglais est en train de devenir la langue réelle des grandes entreprises. Par exemple, Renault, Peugeot ont passé toute leur communication intérieure à ça. Troisième chose, rapidement, c'est la République sociale. Bon, là, alors, c'est pas la peine, je pense, pour les personnes qui sont là, de vous faire un dessin, mais elle est complètement destituée, déconstituée, si l'on peut dire. Et donc, d'une certaine... Et puis, bien sûr, la République unie et indivisible. Ce qui m'a choqué aussi énormément récemment, quoi qu'on pense du fond du problème, c'est que il y a des émeutes en Corse, monsieur, comment il s'appelle, c'est plus Castaner, c'est Darmanin, se rend là-bas, et il propose un pacte d'autonomie à la Corse, et le lendemain ou le surlendemain, c'est signé avec les représentants de l'Assemblée de Corse. Il y a eu quel mandat donné par quelle Assemblée nationale à ce sujet? Et la contradiction est ici tout à fait énorme avec l'article de la Constitution qui précise quand même encore, même s'il y a eu un sérieux bémol, que la République est une et indivisible. Donc, en gros, est-ce que nous ne sommes pas en train de déjacobiniser, enfin le pacte girondin, ça dit bien des choses. À partir de là, nous sommes dans une espèce de robespierrisme à l'envers, si je puis dire. Oui, merci. Et puis d'ailleurs, je souscris à cette analyse en la complétant, en parlant, parce qu'on parle de la République unie et indivisible, des échelons de pouvoir. Les communes, ça ne date pas de la Révolution française, hein, c'est un long mouvement qui s'établit depuis, il y a eu ce qu'on appelait le mouvement communal au Moyen-Âge, essentiellement à partir de la seconde moitié du XIe siècle. Bon, il y a eu des révoltes communales importantes, comme par exemple dans l'Aisne, hein, pas très loin, à Laon, en 1112. Donc si vous voulez, pourquoi je dis les communes? Parce que les communes font partie de ce triptyque qui devient progressivement le triptyque qui compose la République unie et indivisible, et qui doit permettre au pouvoir souverain, justement, populaire, de pouvoir s'exprimer. Donc les communes, les départements, central, on pourrait parler des départements. La Moselle, pour information, est devenue un eurodépartement il y a 3 ans. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, eurodépartement, mais en tout cas, apparemment, ce n'est pas un département comme les autres, puisqu'il est euro, à minima. Et puis la nation. Encore une fois, cette question de la souveraineté nationale, c'est le triptyque qui, non pas se constitue à partir de la Révolution, puisque les communes, et puis même la nation, de fait, se construisait autour de la langue, on l'a dit, etc., mais qui s'affirme vraiment au moment de la Révolution. Et ce qui est très frappant, c'est que tu as dit cette dernière décennie, et on pourrait évoquer un mouvement de fond qui date, j'ai envie de dire, qui date de 40 ans, lorsqu'on, ce qu'on appelait la deuxième gauche, a promu progressivement une décentralisation qui, de fait, a débouché. Alors, dans un premier temps, on dira, oui, alors, les collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes qui ont un budget, qui peuvent décider. Alors, sauf que déjà, il faut avoir les moyens financiers de le faire. On en revient à ce premier problème. Et puis, deuxième problème, ce qui va apparaître, c'est que le triptyque commune, département, nation va être en réalité progressivement concurrencé par un autre triptyque. D'une part, ce qu'on appelle l'intercommunalité, qui n'est pas une vraie intercommunalité, mais qui est plutôt une supra-communalité.
communalité, dans la mesure où, à partir d'une commune largement dominante qui, de fait, exerce le pouvoir décisionnel sur les autres, eh bien, des décisions peuvent être prises en termes de fermeture, pourquoi pas, de service public de ligne de bus, je ne sais pas, par exemple, d'une commune à une autre. Mais disons qu'on est plus dans une logique supra-communale, à partir de grandes eurométropoles notamment, que intercommunale. Les départements, eh ben justement, bon, je n'ai pas besoin de vous signaler que, d'une part, vous avez des départements en grave difficultés financières, et que d'autre part, les eurométropoles elles-mêmes peuvent apparaître, comme par exemple la métropole de Lyon, comme un nouveau cadre qui se substitue aux départements, dont il faut rappeler que leur existence était basée sur des principes simples, égalité pratiquement en termes de taille, des petites différences par-ci par-là, cette idée de rapprocher le plus possible le pouvoir souverain des citoyens qui habitent dans le dit département, et dans une logique où on doit s'affirmer justement l'attachement à la nation. Et bien, la nation, ça a été dit, de toute façon, la souveraineté nationale, à partir du moment où on cherche à substituer un État fédéral européen qui promeut une souveraineté européenne, puis une souveraineté nationale. Donc très clairement, de ce point de vue-là, oui, on assiste à une, je vais dire même tout simplement, une contre-révolution, dans la mesure où le triptyque qui s'affirme au moment de la Révolution est en train d'être balayé avec un rythme accéléré, c'est vrai, depuis quelques années, et j'insiste particulièrement sur ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux droit à la différenciation des territoires. Je me permets un petit aparté. Le terme de différence qui a été conceptualisé dans les années 70 en particulier, a été dans un premier temps conceptualisé par le GRES, le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne d'Alain de Benoist, c'est-à-dire par l'extrême droite, qui va chercher à introduire la différence, les différences, à essentialiser progressivement, non plus sur une base politique, les individus ne sont donc plus des citoyens, mais seront renvoyés à des identités qui leur permettent d'être différenciés. Et puisque tu parlais du Corse, des Corses, du Breton, des Bretons, on est en plein dans cette logique de différenciation sur des bases qu'on peut qualifier d'ethno-régionalistes. Oui, il faut s'approcher. Parce que c'est tout bête, et puis le micro de la webcam, il est vers le conférencier. Ok, d'accord. Du coup, moi, je suis militant de l'Union populaire et je voulais poser une question sur la souveraineté. Vous avez rappelé tout à l'heure que pour la Constitution européenne, on avait eu un référendum qui avait été désavoué par les députés, donc ça veut dire qu'on est mal représenté, en fait, puisque le système devrait nous représenter, et donc ce système représentatif, comment vous pensez qu'on pourrait l'améliorer? Est-ce que c'est en rendant révocables les élus? C'était le cas à l'époque de la Révolution, on pouvait rappeler ces élus. Est-ce que c'est en rendant le vote obligatoire? Parce qu'il y a toute une partie de la population qui ne participe plus au vote. Ou avoir un système plus direct, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, à défaut de proposer forcément des solutions clairement, une chose est certaine, c'est que plus que non représenté, je dirais même non représenté. C'est au-delà. Parce qu'à un moment donné, quel mandat ont reçu ces 10 représentants des citoyens pour s'arroger le droit de ratifier un traité rejeté 3 ans auparavant par une voie d'expression souveraine, qui est un référendum. Donc là, c'est même pas mal représenté. C'est non représenté, illégitime. Là, il y a une vraie illégitimité d'un point de vue philosophique et politique. Alors, quelle solution? Si on revient tout simplement à la question de la souveraineté, dans le fond, elle ne se partage pas. J'en reviens à ce que je disais, elle ne se partage pas, elle s'exprime à travers des portions. D'ailleurs, à ce sujet, je précise que plutôt que de représentants, Rousseau, et puis on l'espère lui-même, mais surtout Rousseau parlait de commissaires, de gens qui, dans le fond, sont là pour exprimer cette volonté souveraine, mais encore faut-il que la volonté souveraine soit sous le contrôle, encore une fois, des citoyens. Or, dans le cas actuel, puisqu'on parle de la situation actuelle, j'insiste sur le fait que la souveraineté monétaire, elle n'est plus nationale, que la souveraineté budgétaire, de facto, n'est plus nationale, que la souveraineté législative, elle aussi, de fait, n'est plus nationale, puisque, comme vous le savez, ce qu'on appelle les directives doivent être appliquées par les États une fois qu'elles ont été adoptées par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres. Bon. Donc, à partir de là, en fait, on arrive à une situation de confrontation de plus en plus radicale. Et de plus en plus radicale dans la mesure où ça a été dit dans la question précédente, dans l'intervention précédente,
Quand par exemple vous avez une Commission européenne qui, dans ses recommandations, qui ont souvent force, on va dire, peut-être pas exécutive, mais en tout cas de pression, on va dire, hein, pour rester sympathique, quand on vous explique à 63 reprises qu'il faut réduire les dépenses de santé, de surcroît dans le cas de réduction de dépenses publiques, enfin bon, vous connaissez la chanson là-dessus et le respect des critères de stabilité et de convergence de Maastricht, en réalité, on se retrouve dans une situation radicale, mais radicale. C'est-à-dire que là, on ne peut pas être dans un partage de souveraineté entre une construction européenne qui, de toute façon, s'empare des éléments principalement constitutifs de la souveraineté, et une souveraineté nationale qui, de fait, effectivement, n'existe plus. Donc, en réalité, on se retrouve face à un choix très simple. C'est souveraineté européenne ou souveraineté nationale. Inévitablement, ça pose le rapport de la question à la construction européenne, pas seulement pour la France d'ailleurs, pour tous les autres États membres de l'Union européenne.